bienvenue pour ce tout nouveau numéro d'Inside Hill Climb, la seule émission 100% course de côte, plateau spécial pilote belge. Vous l'avez découvert sur les réseaux sociaux il y a quelques jours de cela avant de démarrer. Je vous le rappelle les amis, l'ensemble des émissions précédemment réalisées ainsi que bien les prochaines sont à retrouver sur les différents supports Inside Hill Climb, Facebook, Instagram, YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à en parler autour de vous et à partager bien évidemment. Plateau 100% pilote belge ce soir, vous l'avez découvert donc sur les réseaux sociaux. Il y a quelques jours de cela, on a décidé de s'exporter un petit peu, d'ouvrir les frontières d'Inside Hill Climb. Et j'accueille avec moi trois garçons qu'on a l'habitude de voir quand même sur les manches françaises, même si eh bien, ils sont originaires du plat pays, comme on dit par chez vous. Je vais commencer par quelqu'un qu'on a la chance d'avoir à nos côtés sur le championnat de France de la montagne depuis 2019, au volant de sa Formule Renault. Il nous parlera de sa carrière, de ses deux carrières, et il nous présente sa nouvelle coupe de cheveux en plus, en direct live. C'est fabuleux. Il s'agit de Fred Erard. Salut Fred. Salut. Merci à toi d'être à nos côtés, Fred. C'est un plaisir que de te recevoir. On accueille également deux frères qu'on connaît bien dans l'univers de la course de côte. On va d'abord parler de celui qui a actuellement 27 ans. Il est pilote d'essai notamment pneumatique pour la marque Goodyear, si je ne dis pas de bêtises. Il s'agit de Corentin Stark. Salut Corentin. Salut Pierre, salut à tous. Bon, merci à toi. J'ai pas dit de bêtises, hein, c'est ça, tu travailles pour Goodyear, hein, je dis pas de bêtises. Non, c'est bien ça. Bon, ça va, nickel. Et puis, un Stark pouvant en cacher un autre, on accueille également ton petit frère Corentin. Il a 23 ans, on a la chance de l'avoir vu ces derniers temps au volant d'une Renault Clio Cup que tu avais piloté d'ailleurs, Corentin. Il s'agit de Sébastien Stark. Salut Sébastien. Salut Pierre, salut à tout le monde. Bon, je suis super content en tout cas de vous avoir ce soir les gars. Pour cette première émission hors des frontières. Il y en aura plusieurs d'ailleurs. Hein. Restez à nos côtés pour bien découvrir les prochains invités que nous aurons dans Inside Hill Climb. Ma première question, les gars, que je voulais vous poser, comment s'est passé pour vous bien le confinement en Belgique et comment ça se passe aujourd'hui pour vous? Fred, dis-nous tout. Je savais que tu allais poser la question. Ah oui, normal. Je la pose à tous mes invités. On a hâte de savoir, on a envie de savoir comment ça s'est passé pour tout le monde. Donc, vas-y, je t'écoute. Pour moi, personnellement, ça s'est très bien passé parce que je n'étais pas impacté directement. Donc, on a diminué les charges de travail. J'ai un bureau d'assurance. Donc, voilà, on a travaillé à bureau fermé et on a fait les encours. On a continué à travailler, faire l'administratif. Mais je n'ai pas arrêté complètement. Ça m'a permis de diminuer le temps de travail et de faire des activités privées, des travaux à la maison, de travailler un petit peu sur la voiture. Puis me remettre au vélo, ça faisait 5 ans que je n'avais plus fait de vélo et là j'ai refait du vélo et j'ai perdu 10 kilos, donc c'est bien, voilà. Donc, bon, écoute, finalement, t'as pas chômé, hein, t'as pas chômé entre télétravail et activités sportives. Comme quoi, je l'ai perdu. Ça a du bon. Oui, exactement. Corentin, comment ça s'est passé pour toi? Tu as peut-être moins pu travailler que Fred, du coup, j'imagine. Oui, moi, j'ai pas travaillé des masses en fait pendant le confinement. Encore maintenant, on va dire on se relayait un petit peu au boulot, mais en gros, je travaillais une semaine sur 3, quoi. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de temps à la maison et voilà, on en a profité pour faire un peu d'autres choses, pas mal de sport. Ici, on n'a jamais été interdit de faire du sport, je vais dire, à une ou deux personnes donc à l'extérieur, et donc j'en ai bien profité, ouais. Bon, super. Sébastien, comment ça s'est passé pour toi? Moi, vu que je bosse dans le domaine du tourisme, j'ai été quand même pas mal impacté par le Covid, hein, on va pas se mentir. Donc, j'ai eu un arrêt de travail à partir du 12 mars. Et là, j'ai repris seulement semaine passée, mais pas à temps plein, quoi, de toute façon. Puisque je bosse dans une auberge de jeunesse, il y a beaucoup de restrictions avec le public pour les clients, etc. quoi, donc, c'est pas évident. Sinon, pareil, quoi, le temps a été quand même assez clément pendant cette période-là. Et donc, un peu comme Fred et Corentin, je me suis remis à refaire du VTT et j'ai profité d'habiter à la campagne et pas loin des forêts, etc. pour profiter un peu et faire quelques trucs à la maison. Voilà. Bon, ok, super. Donc, dans tous les cas, voilà, vous n'avez pas manqué d'activité, c'est le principal. Et puis, on est content de vous voir tous les trois en bonne santé. Je vous propose, les amis, de démarrer cette émission avec la première partie qui est consacrée
aux interviews. Alors, vous le savez, hein, les gars, dans Inside Time, le but du jeu, c'est aussi bien de revenir sur vos carrières respectives, de revenir sur vos précédentes saisons, sur ce que vous avez prévu de faire prochainement. Justement, on va démarrer tout de suite et on va se replonger quelques années en arrière. On va démarrer en 1993. Pour être tout à fait précis, puisque l'un d'entre vous finalement a démarré sa carrière à ce moment-là. Il s'agit de toi, Fred, puisque Seb et Corentin, comme moi, je pense que c'était un peu compliqué de rouler. Hein, je pense que c'était compliqué. Alors toi, Fred, du coup, je le disais, tu démarres à ce moment-là et tu démarres au volant d'une Auto Bianchi, c'est bien ça? Oui, c'est ça, une Auto Bianchi complètement d'origine, que j'avais acheté une bouchée de pain. On avait monté un arceau 4 points. J'avais acheté 4 slicks chez des Italiens de Liège, pas très honnêtes. Et puis, j'ai fait 2 saisons de course comme ça. Slalom, course de côte, on roulait quasi tous les week-ends. Oui, 2 saisons avec, je pense. Et puis, j'ai acheté une Renonce Turbo après. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Tu as fait un petit peu de ce qu'on appelle du rallye sprint en Belgique. Voilà. Explique-nous de quoi il s'agit, parce que c'est vrai que nous, en France, on ne connaît pas forcément cette discipline. Donc, le rallye sprint en Belgique, c'est une seule spéciale qu'on fait 3, 4 ou 5 fois en fonction du kilométrage pour avoir au total 100 km de spéciale. Non, 50 en rallye sprint, je pense. Je crois que c'est 50, je ne me rappelle plus, mais je crois que c'était 50 km. Et donc, on fait la même spéciale plusieurs fois. Donc, ça demande moins de préparation, moins de reconnaissance. Il y a une seule spéciale à prendre note, quoi. Ouais, bien sûr, c'est un petit peu similaire à ce qu'on avait en France, les rondes, finalement. Voilà, les rondes. C'est un peu ça. Voilà. Il y avait aussi les B-shorts à l'époque, les rallyes à 2 spéciales. Je ne sais pas si vous avez ça en France. Il y avait rallye sprint, B-short et le rallye normal avec 3 spéciales minimum. Ok. Bon. Et du coup, à l'époque, voilà, tu faisais un peu de tout ça. Pourquoi tu continues pas à ce moment-là? Parce que du coup, on va le dire, tu as eu 2 carrières, du coup, entre guillemets. Pourquoi tu n'as pas continué à ce moment-là? À un moment donné, j'ai eu ma carrière militaire, donc je suis parti à l'armée. J'ai fait 10 ans chez les paracommandos, donc j'étais tout le temps parti. J'ai eu le mariage, enfant, donc ça a fait qu'il y a eu beaucoup d'autres choses. J'ai dû lâcher un petit peu au niveau financier. Et puis, c'est en revenant voir, bien sûr, c'est toujours comme ça que ça se passe, c'est quand on revient, bien, après quelques fois, j'ai remordu, quoi. Ouais, alors du coup, si je… Pardon, excuse-moi, Fred, je t'ai pas entendu. J'ai dit j'ai remordu, mais longtemps après. Voilà, c'est ça. c'est ce que j'allais te dire. Alors du coup, effectivement, ça se passe, si je dis pas de bêtises, en 2010, hein, que la repiqûre opère, parce que tu te rends sur, me semble-t-il, la course de Côte des Rangers. Tu retrouves quelques amis là-bas. Ça se passe pas tout à fait comme prévu. Je crois que tu es resté un petit peu plus longtemps que prévu. Tu as replongé à ce moment-là, on va dire. Partais en vacances. Ma copine ne connaissait rien à la course de côte à l'époque. La copine de l'époque. Et j'avais vendu le concept de passer faire un tour, voir un copain qui faisait de la course. On est arrivé là le vendredi, on est reparti le mardi. On avait calé le camping-car. Donc, on partait en vacances 2 semaines. On a passé presque une semaine à Saint-Urzane. Ce n'était pas prévu. J'étais avec Gilles Saint-Marc. Donc, j'étais venu le retrouver là-bas à Saint-Urzane. Et puis, voilà, on a passé 5 jours au lieu de passer une demi-journée, quoi. Bon, alors message bien sûr à toutes les partenaires. Hein, si vous sortez avec un pilote de course ou un fan de sport automobile et qui vous invite à un week-end sur une course, attention, ça peut durer plus longtemps que prévu. C'est un leurre, hein, c'est un piège. Hein, c'est un piège. Bon, je rigole bien évidemment. Et là, du coup, à ce moment-là, alors tu vas pas reprendre tout de suite en fait, hein, Fred, mais par contre, tu vas faire un petit stage en circuit, je crois, c'est ça, pour te remettre un peu en jambes. C'était même avant ça le stage. J'avais gagné un concours au niveau du boulot. Et le concours, le premier lot, c'était faire justement un stage Formule 1 chez Patrick Gaillard sur le circuit de Luc. Et on a roulé le matin, c'était des Opel Lotus. On roulait des Opel Lotus. On faisait 5-6 tours sur le circuit en bridé et puis en non bridé. Et puis l'après-midi, on avait un stage de 3 tours en F1 avec le V8 Cosworth. Et voilà, donc c'est la première fois que je mettais le derrière dans un baquet de monoplace. Et c'est ce qui m'a fait me rendre compte des sensations du monoplace, quoi, voilà. Et oui, bien sûr, parce que du coup, tu avais effectivement, on le rappelle, piloté que des voitures fermées au début de ta carrière. Et on verra un petit peu plus tard, effectivement, que c'est certainement aussi ça qui t'a incité
à passer à la monoplace. Donc là, on est dans les années 2000, de 2010 même, pardon, comme je vous le disais. Et on va arriver en 2012, parce qu'en 2012, il y a un de vous également qui a démarré le sport automobile. Il s'agit de toi, Corentin. Corentin, Sébastien, la question que je voulais vous poser, racontez-nous un petit peu votre lien au sport automobile. Comment vous êtes arrivé dans ce milieu-là, je dirais. Ah Corentin, tu peux commencer d'ailleurs, vas-y. Ouais. En fait, mon grand-père habitait dans le village de Francorchamps, donc pendant la guerre. Et puis enfin, ouais, de là, il a déjà accroché à son époque, et donc il a emmené mon père un peu partout sur les courses, et puis voilà, mon père a fait pareil avec nous, et voilà, ça continue, on a tous accroché. Ouais, je vois ça effectivement, parce que du coup, Sébastien t'a rejoint un petit peu après. Toi, Sébastien, tes souvenirs de gamin de sport auto, c'est quoi? Tu peux nous en dire un peu plus? Ah, quand j'étais petit, c'était surtout les souvenirs de la bonne époque en championnat de France avec les F3000, les F2, les Proto CN3. La bonne époque où il y avait les 20 premiers étaient des grosses autos. Je pense que Corentin comme moi, ça nous a fait rêver étant petit. Et voilà, on a toujours eu au fond de nous-mêmes cette petite envie de faire partie de la fête, quoi. Voilà. Ouais, bien sûr. Et d'ailleurs, je crois vous avoir vu il y a quelques mois de ça sur une photo quand vous étiez pas bien âgé aux côtés de Stéphane Baudin, si je dis pas de bêtises. Hein, c'est bien ça, voilà. Ouais. Il me semble avoir vu cette photo sur les réseaux sociaux, très sympa. Alors, Corentin, je reviens vers toi. Du coup, en 2012, je le disais, tu démarres dans le sport automobile. Tu vas démarrer avec une 106 Rallye et tu vas faire pas mal de courses du coup sur tes débuts. Explique-nous. En fait, la première saison, ouais, j'ai loué une petite 106 Rallye, et j'ai seulement fait 4 courses provinciales chez nous. Donc, c'est comme des régionales chez vous, quoi. Et alors, je me suis bien plu, j'ai fait des bons résultats, j'ai fait des petites erreurs. Enfin, c'était vraiment les premiers pas, c'était sympa. Et alors, l'année d'après, on a acheté la Clio Cup, donc, avec laquelle j'ai roulé plusieurs saisons, et que Sébastien roule d'ailleurs actuellement. Donc, c'est toujours la même. Et là, ouais, j'ai roulé un peu plus en national et à l'étranger, quoi. Donc, j'étais en Allemagne, au Luxembourg, quelques fois en France aussi. Donc, et voilà, donc j'ai roulé quelques années avec cette Clio-là. Puis ensuite, j'ai essayé la Norma de chez Cyril Franz, qu'il louait à cette époque-là. Donc, c'était à Turkheim 2015. Et ça s'est vraiment bien passé, quoi. Ouais. Pour la petite anecdote, là-bas, j'avais fait une séance d'essai avant sur circuit. Donc, j'avais un bon feeling. Mais bon, après, quand on arrive, on va dire, sur la course, c'est plus la même chose. Donc, avant la première montée d'essai, je me rappelle encore aller trouver le pilote qui était derrière moi dans la file pour aller au départ. Et je lui avais dit, écoute, fais attention parce que tu risques de me rattraper à un moment dans le parcours. Je m'excuse déjà à l'avance. Et voilà. Et puis, et pour la petite histoire, finalement, le lendemain soir, c'est moi qui gagnais la classe. Donc, c'était vraiment, c'était un peu inattendu même pour moi. Et finalement, c'était un super souvenir, quoi. Ouais, effectivement, on le rappelle, hein, tu avais remporté la classe CN2 lors de cette course de côte, c'était Turkheim en 2015. Je crois que juste avant ça, avant de parler vraiment de ta période proto, Corentin, je crois que tu as participé à un rallye aussi. Alors, je ne sais pas exactement quand c'était, mais tu as fait une petite excursion en rallye, hein, c'est ça? Oui, c'était l'année passée. Donc, en fait, l'année passée, j'avais pas vraiment de programme, et du coup, je m'étais dit, pourquoi pas essayer une fois, c'est l'occasion. Donc, j'ai un copain près de chez moi qui me tannait aussi depuis quelques années pour faire un rallye avec moi, qui lui est plus dans le domaine du rallye d'ailleurs. Et donc, là, j'ai craqué, j'ai dit oui, allez, c'est parti. On a loué une 206 RC, groupe A. Et voilà, le feeling était bon au début, mais ça n'a pas duré longtemps parce qu'à la deuxième spéciale, je sortais de la route. Donc voilà, Ah on oui. a eu un bon coup, mais ça a été un peu de courte durée. Bon, et du coup, malgré tout, plutôt course de côte ou plutôt rallye? Qu'est-ce que tu vas retenir? Plutôt la côte? Ouais, moi je suis plutôt de la côte à la base, hein, donc c'est vraiment mon monde. Et je pense que ouais, on sait pas faire tout convenablement, quoi. Donc il faut soit s'investir dans un, soit dans l'autre, mais on ne sait pas de tous les côtés à la fois. Donc Bien sûr. je préférais j'ai continué à m'investir en côte, mais dès que j'aurai l'occasion de faire un rallye de temps en temps, c'est clair que j'y manquerai pas.
Bon, super. C'est une bonne nouvelle pour tous les fans de course de côte. On pourra continuer de voir ton coup de volant en montagne. Alors, je reviens du coup sur cet épisode de Turkheim en 2015 où tu loues donc la Norma 2 litres de Cyril. On le disait, tu remportes la classe CN2 donc dès ta première participation au volant de cette 2 litres, ce qui est loin d'être anecdotique. À ce moment-là, c'est une révélation pour toi, toi qui n'avais jamais roulé sur une voiture ouverte, du coup, j'imagine. Oui, clairement, c'est vraiment une révélation. J'avais un bon feeling, mais je m'attendais vraiment pas à ce que ça fasse tout de suite de bons résultats, quoi, hein. Santé, Fred. Il y a toujours la réalité. Excuse-moi, Corentin. Ouais, non, c'est clair, ouais, c'était une révélation. Et du coup, après, c'est vrai que je suis resté dans les voitures ouvertes, quoi. Ouais, exactement. Donc, du coup, voilà, tu vas, toi, de ton côté, poursuivre un petit peu l'aventure avec la 2 litres que tu vas louer de manière un petit peu plus fréquente en 2016, hein, si je dis pas de bêtises, c'est ça? Ouais, en 2016, je sais plus si j'ai fait, on va dire, 8-9 courses sur la saison, donc toujours dans la structure de Cyril. Donc là, c'était vraiment peut-être même ma meilleure saison. J'ai quand même gagné pas mal de fois ma classe, que ce soit en Belgique, en France ou Luxembourg. Et du coup, à la fin de la saison, on a décidé de racheter la voiture et de continuer un peu seul après en 2017. Ouais, exactement. Donc voilà, c'est à ce moment-là aussi on t'a vu davantage, je dirais, au volant de cette auto. Euh, Corentin, on va y revenir dans quelques instants. Je voudrais m'adresser maintenant à ton frère Sébastien, parce que 2016, ça rime aussi avec les débuts de Sébastien, qui, un petit peu comme toi, quelques années auparavant, va démarrer avec une 106, hein, c'est ça, Sébastien, je dis pas de bêtises. Ouais, ouais, tout à fait. Bon, et du coup, tu vas réaliser tes premières courses. Raconte-nous un petit peu comment ça se passe pour toi sur ces manches provinciales, donc comme vous les appelez, vous de votre côté en Belgique, ce qui correspond à nos régionales. Bah oui, bah, au final, je ne pensais pas spécialement un jour me mettre derrière le volant. Moi, j'aimais bien. J'ai toujours été passionné de course de côte, j'aimais bien voir les autos, etc., m'y intéresser fortement. Et puis, il n'y a rien à faire. Une fois que j'ai vu un peu l'ascension de mon frère, bah, ça m'a donné des petites idées. Et voilà, 4 ans après ses débuts avec la 106, j'ai contacté le même loueur et j'ai commencé ma première saison avec la même auto. J'ai fait 4 épreuves, oui. La première, c'est pas très très bien passé puisque je suis sorti à la dernière montée, j'ai fait un demi-train à la voiture. Donc voilà, ça commençait pas de la meilleure des manières. Ah, Mais bon, faut bien un début, hein, faut ouais, bien voilà. organiser. Mais par contre, sur les 3 autres courses, c'est super bien passé, donc j'étais quand même rassuré. Et voilà, cette saison-là, vu que j'étais encore aux études, etc., je n'avais pas beaucoup de budget, je n'ai pas su faire beaucoup plus de courses. Et voilà, j'ai décidé quand même de prendre ma licence nationale. Et pendant l'hiver, entre 2016 et 2017, j'ai été tester la Clio Cup sur circuit à Chambly. Le feeling a été assez bon directement. Il m'a fallu un petit temps d'adaptation, mais je veux dire, ça s'est très bien passé. Donc j'ai décidé de franchir le pas du national et de l'étranger l'année d'après. Malheureusement, enfin pas malheureusement, mais à cette époque-là, il faut savoir que on jonglait entre les courses de Corentin et les miennes, donc c'était pas évident non plus de pouvoir faire un calendrier à l'avance. Et j'étais toujours aux études de toute façon. Donc j'ai fait 3 courses, dont une où je suis encore sorti malheureusement, une bête erreur sous la pluie, petite erreur de jeunesse on va dire. Et voilà, donc cette saison-là, je veux dire, je ne pouvais pas vraiment me juger par rapport à la voiture, par rapport au peu de kilomètres que j'avais fait avec. Et voilà, donc après, j'ai quand même décidé de continuer. Et alors après, en 2018, c'était vraiment ma première grosse saison, je vais dire, où j'ai fait 7 courses tout au long de la saison. Et alors, je me suis qualifié pour les Masters à Gubbio il y a 2 ans en Italie. Et là, je vais dire, c'est vraiment le déclic que j'ai eu, quoi. Je veux dire, Ouais, j'imagine, ouais. parce que là, pour le coup, t'es rentré aussi dans une autre phase, Ouais, j'imagine, exactement. On avec arrive la voiture. là-bas. Ouais, c'est ça. Je suis arrivé là-bas, je ne connaissais absolument pas le parcours, évidemment. Bien sûr, bien sûr. Et c'est un peu une autre dimension. On voit tous les meilleurs pilotes européens, etc. Et on se dit, ouais, il faut quand même pas se louper. Et voilà, je pense que là, j'ai eu le déclic dans la manière d'appréhender un week-end de course. J'ai vraiment bien préparé mon week-end, j'ai bien reconnu le tracé, etc. Et même dans mon pilotage, j'ai bien senti que inconsciemment, je me mettais un peu une barre plus haut. Et j'ai réussi à dire un bon résultat vu qu'on était 8 en catégorie des moins de 25 ans.
je termine sur le podium derrière une formule d'un pilote anglais et une 308 TCR. Donc, je ne pourrais pas faire beaucoup mieux. Bah, c'est clair. J'étais ravi de mon week-end et pour la suite de la saison après en 2019, ça m'a beaucoup aidé. Et franchement, maintenant, j'en fais ma vie. Bon, on reviendra sur l'épisode de Gubbio dans quelques instants, Sébastien, parce qu'effectivement, c'est un événement marquant pour ta carrière, cette participation au Masters, on est bien d'accord. Je vais revenir un tout petit peu en arrière, en 2017, si vous le voulez bien, les amis. Fred, toi, 2017, donc ça y est, on y est, on arrive à ce fameux moment où tu reprends du service, on va dire. Et là, tu te portes acquéreur donc d'une Formule Renault. Pourquoi ce choix? J'ai choisi la Formule Renault parce que je n'ai pas beaucoup de temps à consacrer à la préparation. Je suis mécanicien de formation, hein, ce n'est pas ça le problème. Mais les réglages, le temps à passer entre les courses sur la voiture, ce n'était pas mon fort. C'est Gilles Saint-Marc qui m'a conseillé un petit peu le choix. Venir en monoplace avec une autre voiture qu'une Formule Renault, c'était compliqué. Une F3, c'était difficile, ou alors c'était une vieille. Je pense que la Formule Renault, je ne l'ai pas regretté. Et même encore aujourd'hui, je ne pense pas encore changer tout de suite. Je l'ai acheté au mois de juin 2017. C'était une voiture qui n'avait pas roulé beaucoup. Hein. C'est Yannick Janin qui roule en Belgique, un Français du Nord qui roule en Belgique. Je lui ai acheté au mois de juin et je commençais en juillet avec. Voilà. Et tu as fait quoi? Tu as fait 4-5 courses, c'est ça, en 2017, si je ne dis pas de bêtises? C'était un truc de fou. Hein. J'ai acheté la voiture au mois de juin. Le mardi avant la broc, on va rouler à l'Anneau du Rhin. Il pleuvait comme vache qui pisse. J'étais avec ma fille, j'étais avec Michel Collignon, un copain qui nous suit tout le temps. J'étais avec ma copine, on était avec les gosses à l'Anneau du Rhin, il pleuvait, c'était une catastrophe. J'ai fait mes premiers tours de roue avec la Tatus sur la flotte. J'avais jamais roulé en monoplace, mis à part au Luc il y a quelques années, c'était pas pareil. Le mardi soir, on a quand même fait 1 ou 2 tours, plus ou moins sur le mouillé. Puis j'ai attaqué la broc sans connaître la course, sans connaître la voiture, sans connaître rien du tout, quoi. J'ai vraiment tout découvert. Et à la broc, on y est retourné le lundi après la course. On est retourné à l'Anneau du Rhin et là, j'ai roulé sur le sec et j'ai fait quelques kilomètres. Et je me suis bien amusé, quoi. C'était sympa. Et d'ailleurs, tiens, petite question. Alors, effectivement, certes, on a compris que tu avais eu le déclic pour la monoplace, notamment grâce à ce petit stage. Pourquoi tu as choisi de revenir en côte? Pourquoi tu n'es pas parti, je ne sais pas, sur une formule circuit ou autre chose en Coupe de France ou je ne sais pas s'il y a l'équivalent en Belgique, mais pourquoi ce choix-là, en fait? Parce que je suis indépendant, hein, j'ai 2 bureaux d'assurance, je suis chef d'entreprise, je n'ai pas beaucoup de temps. Ou quand je l'ai, c'est vraiment des périodes précises que j'octroie vraiment. Je mets même les vacances en péril. D'un côté, j'ai dit pendant 3 ans, on va être content cette année, on va partir 3 semaines en vacances. Ce n'était plus arrivé depuis 2017 de toute façon. C'est madame qui est contente, normalement. Ça n'était plus arrivé depuis que j'ai repris la course. Donc, on est tout le temps en vacances en fait, hein, mais c'est différent, quoi, hein. Donc, la course demande moins de préparation. Je préfère me concentrer sur des week-ends, même où j'apprenais toutes les courses. Donc, j'apprends encore aujourd'hui quasi, hein, parce qu'il y a beaucoup de courses que j'ai encore fait pour la première fois l'année dernière. Et donc, j'apprends encore et toujours. Voilà. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bon, on reparlera justement tout à l'heure dans quelques instants de tes venues en France, hein, parce que tu as participé notamment à l'intégralité du championnat de France de la montagne. Corentin, je me retourne vers toi, parce que comme tu le disais tout à l'heure, effectivement, fin 2016, tu décides de racheter donc la Norma 2 litres de Cyril. Tu vas faire en fait une saison complète. Alors, je sais que tu n'aimes pas ce terme de saison complète, mais en tout cas, tu vas rouler davantage avec cette voiture. Pourquoi en fait le choix d'acheter cette auto et pas d'acheter une autre auto ou de ne pas continuer à la louer, par exemple? Le choix de ne pas continuer à la louer, tout simplement, c'est parce que louer, c'est bien, c'est confortable, mais au bout du week-end, on n'a ni la voiture ni l'argent. Donc voilà, il y a un moment, à force de louer, on se dit pourquoi pas plutôt l'acheter et la revendre après, quoi, hein. Donc déjà ça, c'était le premier choix. Et alors, pourquoi cette voiture-là et pas une autre? C'est plutôt parce que justement, on la connaissait. On savait qu'elle était fiable, qu'elle allait bien. Moi, je ne suis pas mécanicien de formation. Personne, mon père non plus. Enfin, dans mon entourage, j'avais personne non plus qui venait aider régulièrement. Donc voilà, il fallait une voiture fiable et qui allait bien. Donc le choix s'est fait naturellement directement avec celle-là, quoi.
Bon, et parle-nous un petit peu de cette saison 2017. Comment ça se passe pour toi, Corentin, en volant de cette voiture que tu connaissais déjà, du coup, parce que tu avais déjà roulé avec, pour le coup. Ouais. Mais en fait, 2017, pour moi, c'était un peu une petite déception quand même. Parce qu'en fait, la voiture, donc on l'a vraiment laissée dans son jus comme elle sortait de la saison 2016. En 2016, je trouvais vraiment qu'elle allait bien, tout allait vraiment bien. En 2017, elle était toujours aussi fiable. Par contre, il y a vraiment beaucoup de courses où j'avais du mal à faire mes chronos de l'année d'avant. Et ouais, ce qu'il y a, c'est que ouais, je pense qu'avec le recul, je me dis que j'aurais dû faire des évolutions dessus, réviser le moteur. Ça aurait été un minimum, je pense, pour aborder la saison convenablement. Mais voilà. Ouais, avec des si, on met Paris en bouteille. Alors, je sais pas si vous dites qu'on met Ouais. Bruxelles en bouteille, je ne sais pas, mais Non, non. vous m'avez compris. Vous m'avez compris. Bon, en tout cas, voilà, vous passez du coup cette année 2017, on arrive en 2018. Fred, je vais me retourner vers toi. Fred, c'est vrai que à ce moment-là, on va te voir un petit peu plus, nous, de notre côté, en championnat de France de la montagne. Je me souviens de toi d'ailleurs, venant à Bagnoles notamment. C'était Oui. quoi ton projet à ce moment-là? C'était de t'inscrire dans la durée en championnat de France de la montagne ou tu apprenais quoi? C'était quoi l'idée? En fait, 2018, on voulait intégrer le CFM, mais le CFM refusait toujours les pilotes étrangers. C'est Donc, vrai, c'est un peu exactement. compliqué J'avais pour presque moi parce oublié. que Corentin, on s'attendait, on devait rouler ensemble en 2018. C'est ça, hein? Et puis, Ah on ouais. roule en Mhm. 2017, Corentin, je crois. Corentin, Pardon? en 2017, toi, hein? Et on devait faire 2018. Ensemble, ouais. Ouais. Et toi, tu as fait CFM 2017. Mais en 2018, ils n'acceptaient plus les pilotes étrangers. Et on a appris fin 2018 que ben, pour 2019, c'était OK. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai fait 2019 en CFM. Exactement, exactement, exactement. Et 2018, du coup, raconte-nous un petit peu ta saison un peu plus complète, en l'occurrence. Comment ça se passe pour toi, le fait d'apprendre les tracés, le fait d'apprendre la voiture? Oui. 2018, ben, tout était nouveau, hein, la voiture, les tracés. On choisissait les belles courses, hein, comme Gilles Saint-Marc fait depuis des années. Donc, on n'avait pas de championnat. On roule en Suisse, on roule au Luxembourg, on roule en Belgique, on roule en France. On n'a pas vraiment de points. On fait les belles courses, donc c'est-à-dire qu'on fait justement Bagnols-Sabran, Saint-Jean-du-Gard, on en profite pour faire les vacances de Pâques en même temps que les enfants. Donc on passe 10 jours là-bas dans le sud, c'était génial. C'était à une semaine d'intervalle, donc ça tombait super bien. On était comment ça s'appelle la ville? Anduze. Voilà, à Anduze. On est resté à Anduze la semaine. On a eu de la pluie, mais enfin, soit. On Ouais, ça était arrive un petit peu chez nous, mais en général, il fait beau quand même. Mais bon. on a attaqué avec Sabran. Corentin était à Sabran. Voilà. Et puis Saint-Jean-du-Gard dans la foulée, hein, apprendre, travailler toute la semaine aussi parce que ça ne s'apprend pas comme ça. C'est des grandes courses, c'est difficile. Hein. Moi, j'ai appris beaucoup de choses sur peu de temps parce que tu n'as pas le choix. Et puis, il ne faut pas rester derrière. On a une bonne équipe en Formule Renault, mais être dernier tout le temps, c'est pas bien. Ça commence à m'énerver. Donc, il faut que je bosse. Puis voilà, sur la saison, j'ai assez vite évolué pour ne plus être toujours dernier, qu'on va dire. Hein. Bah oui, c'est ça. Non, non, mais moi, je trouve que tu t'es Mais plutôt bien débrouillé pour des beaux quelqu'un qui apprenait tout. Hein, c'est pas mal. C'est pas mal. J'aime bien les Pas mal. challenges. C'est un beau challenge et c'est une catégorie que j'aime bien. Bon, super, super, super. Ben, on en reparlera tout à l'heure, justement, au moment de parler de la suite des événements pour vous. Sébastien, je vais revenir vers toi parce qu'effectivement, on en parlait tout à l'heure. 2018 pour toi, c'est synonyme justement d'une deuxième saison avec la Clio Cup et c'est synonyme de qualification pour les Masters de Gubbio. Tu termines donc sur le podium, comme tu le disais tout à l'heure, en moins de 25 ans avec du beau monde devant et du beau monde derrière. Donc, c'est plutôt une belle perf. C'est quoi, je dirais, la sensation qui prédomine quand en fait tu représentes finalement la Belgique sur le podium des Masters? Qu'est-ce qui te passe comme émotion? Bref, tout au long du week-end, c'était un lot d'émotions très différents. Je veux dire, en arrivant sur place, c'était déjà un peu la magie de la grande fête de la course de côte. On se demandait un peu ce qu'on fait là, nous les petits amateurs, comparés aux grosses structures, notamment des pilotes italiens, des pays de l'Est, etc. Après, c'est un réel plaisir d'y être. Après, une fois qu'on découvre le parcours, on se dit que c'est pas une mince affaire.
Il y a beaucoup de travail sur 2 jours avant la première montée d'essai à faire. Et voilà, je faisais pas trop le malin. Mais ma foi, j'ai bien travaillé mon week-end. Et, en arrivant sur la ligne de départ le samedi matin, j'étais serein. Toujours avec cette petite idée derrière qu'il faut quand même pas se louper parce que on va pas se mentir, c'est quand même une belle vitrine aussi les Masters. Et voilà, on n'a pas envie de faire figuration, quoi, tout à fait. Malgré que j'avais une des plus petites autos du plateau, j'avais quand même envie de faire un bon résultat. Et voilà, et vu que j'avais été sélectionné pour la Nations Cup avec la Belgique, j'avais envie aussi d'en faire profiter mon pays, quoi, voilà. Bah ouais, normal. Derrière, tu disais donc justement que ça avait été un vrai déclic pour toi ce week-end de course en termes de pilotage, mais en termes d'approche visiblement par rapport à ce que tu nous disais. Comment tu as abordé du coup la saison 2019 fort de ce podium au Masters? Ben justement, la saison 2019, je savais que c'était une année où je pouvais faire quand même pas mal de courses, vu que j'en ai fait une petite dizaine. Et suite à ce que moi j'avais ressenti après les Masters et après ma fin de saison 2018, je me disais que c'était vraiment une année où je pouvais vraiment découvrir des tracés sans trop d'appréhension, vu ce que j'avais réussi à faire. Et voilà, ça s'est démontré directement puisque j'ai commencé à Brechwiller l'année passée, sous une très belle météo de nos amis de la Moselle. On visait vraiment dégueulasse, on va le dire. Mais bon, c'était bien quand même. Franchement, j'avais une petite appréhension quand même, puisque j'avais jamais conduit la Clio depuis ma sortie sous la pluie. Et là, c'était un peu le déluge. Et franchement, c'est super bien passé directement. Et au final, au bout du week-end, je termine deuxième derrière Jimmy Herman, tout en ayant fait au meilleur temps, vu que c'était le cumul maintenant, à peu près le même temps que lui. Donc, j'étais très satisfait de mon week-end et j'étais rassuré sur ma performance. Donc, voilà. Oui, bien sûr, bien sûr. On imagine que ça met bien, ça met bien rapidement dans le mouvement, quoi. Pour le Ouais, coup, voilà. on va reparler, Sébastien, de ta saison 2019 en détail. Je reviens juste un tout petit peu sur 2018 avec ton frère Corentin. Oui. Corentin, toi, pour 2018, tu fais un choix du coup, puisque tu avais acheté la Norma pour la saison, enfin pour les saisons passées. 2018, tu viens avec une Osella 2 litres. Donc racheté également à Cyril France. Parlons un petit peu de cette voiture. Je crois que comment dire, l'approche que tu as eue sur cette voiture, sans parler de ce qui s'est passé en cours de saison, mais de façon générale, tu as eu un petit peu de mal, me semble-t-il, avec cette voiture-là. Oui, c'est ça. Ben, c'est vrai que c'était une voiture où on avait beaucoup, je veux dire, on attendait beaucoup, quoi, hein. C'était une voiture qui sortait de l'usine Ozella et elle était vraiment, toutes les évolutions étaient dessus. Donc sur papier, c'était vraiment, entre guillemets, la machine à battre en 2 litres, quoi, hein. Donc, on l'a acheté comme ça, sans l'essayer avant de l'acheter, je vais dire. Et puis finalement, même quand j'ai été l'essayer, j'avais un bon feeling dedans. Sauf que directement, on a eu des problèmes au niveau électrique et d'autres soucis de fiabilité, mais ouais, qui nous ont vraiment pourri la saison, quand même, parce que finalement, j'ai jamais pu travailler sur le réglage de la voiture, parce qu'on était tout le temps en train d'essayer de résoudre un problème ou l'autre pour qu'elle fonctionne déjà normalement avant de commencer à la régler, quoi. Ouais, donc c'est super frustrant, j'imagine, quand tu as une auto qui est sur le papier une arme fatale et que voilà, que tu as du mal à la régler. Alors là, à ce moment-là, effectivement, comme tu le disais tout à l'heure avec Fred, tu vas donc participer à différentes manches du championnat de France de la montagne. Je me souviens de toi également comme Fred à Bagnoles cette saison-là. Tu vas connaître une grosse sortie de piste un petit peu plus tard dans la saison à Saint-Ursanne. Sans parler de la sortie en elle-même, comment tu le vis à ce moment-là? Est-ce que pour toi, c'est terminé la course de côte à l'instant T ou est-ce que tu penses déjà à la suite? Oh non, non, je me dis que oui, ça va être compliqué de revenir parce que voilà, l'auto était quand même détruite. Mais l'envie était toujours là directement. Donc, bah, d'ailleurs, j'ai eu la chance, il y a un copain, un pilote luxembourgeois, qui était à Saint-Ursanne et directement le soir même, il m'a dit, écoute, j'ai une deuxième voiture, je te prête ma Formule Renault pour que tu roules la semaine prochaine à une course en Belgique. Il faut absolument que tu roules et voilà, c'est ce que j'ai fait. Bon, je n'ai pas très bien roulé le week-end
d'après, mais en tout cas, j'étais là et c'était le plus important, je pense. Ben ouais, c'est clair, faut remonter sur le cheval le plus vite possible, quoi. Ou dans le cheval, là en l'occurrence, quand on parle de sport automobile. On va parler maintenant de l'année 2019, donc c'était la saison dernière. Alors je vais me retourner du côté de Sébastien parce qu'on a déjà commencé à aborder cette saison 2019. Tu parlais tout à l'heure justement, Sébastien, tu es venu en France, alors tu as fait d'autres courses en l'occurrence. Comment tu jugeais l'année dernière la bagarre en Kio Cup? Parce que ça a été une lutte intense tout au long de la saison. Tu parlais de Jimmy Herman, bon, qui a eu une petite sortie piste après dans la saison, mais il y avait aussi Elie, Théophile, il y avait aussi Stéphane Martinet, donc c'était une grosse bagarre. Toi, tu venais te mêler de temps en temps à cette bagarre. Comment tu as vécu le truc, toi? Bah oui, justement, comme tu le dis bien, je pense que c'était une année où il y avait beaucoup de très bons pilotes dans la classe. Et quand je suis arrivé à Brechwiller, je me faisais tout petit parce que je n'en connaissais pas les trois quarts. Donc, je vais dire, et là, j'étais content de leur montrer que voilà, j'étais là aussi. Et après, niveau relation, je veux dire, on s'est toujours tous très bien entendus. C'était une super ambiance. Et voilà, sur les autres courses, ça se passait bien. Je veux dire, niveau performance, il y avait quand même Stéphane qui était un cran au-dessus, on va pas se mentir. Voilà. Sinon, je trouvais qu'après, Jimmy, Ellie et moi, on se tenait souvent, même avec des autres qui n'étaient pas là à chaque course non plus. Voilà, c'était des très belles bagarres sur chaque week-end. On était sûr qu'on allait se battre au centième ou au dixième de seconde. C'est quand même assez intéressant, je vais dire, parce qu'on ne dispose quand même pas de grosses autos, je vais dire, mais on sait déjà se faire plaisir avec de belles bagarres et du bon pilotage. Après, voilà, je pense qu'il y a certains tracés que je découvrais aussi, notamment Viafan, qui n'était pas une mince affaire non plus, où je me suis bien débrouillé. Et voilà, c'était toujours la petite frustration au fond de nous qui nous dit oui, ils sont quand même un petit peu devant, mais après, quand on compare l'expérience moyenne, je veux dire, entre les jeunes comme Ellie, Jimmy, moi, par rapport à Stéphane Martinet, ça n'a rien à voir non plus. Et voilà, je pense qu'il va falloir encore un petit peu travailler pour aller titiller tous ceux-là et espérer, pourquoi pas, remporter la classe sur une manche dès qu'on pourra rouler. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Bon, la chance que vous avez, les gars, c'est que Stéphane, il est plus avec la Clio, hein, donc ça oui, fait un moment à faire, Ellie non plus. Donc, bon, déjà, voilà, ça vous fait gagner des places. Donc, ouais, effectivement, en 2019, toi, par contre, en Belgique, ça a marché fort pour toi parce que tu as gagné toutes les courses dans ta classe quand tu étais engagé, hein, Sébastien. C'est ça, je dis pas de bêtises. Oui, tout à fait. Moi, après, voilà, je remets un peu les choses à leur place aussi. En Belgique, je vais dire, dans ma classe, on est quand même beaucoup moins nombreux qu'en France. D'ailleurs, pour ça que j'essaye au maximum de venir rouler chez vous. Et voilà, j'étais très content de gagner ma classe et je me battais avec un copain qui roule dans la classe en CS100, mais qui a une auto qui était équivalente à la mienne. Et on faisait des belles bagarres, c'était vraiment bien. Après, voilà, c'était pas la même chose que d'être troisième ou quatrième en France sans vouloir dénigrer les autres. C'est pas du tout la question. Mais voilà, je remets les choses à leur place, faut que ce soit clair. Voilà. Bon, dans tous les cas, c'est ce que je dis à tous ceux qui sont dans ton cas. Encore faut-il y participer, hein, c'est toujours pareil. Encore faut-il être là et faire les chronos, même si effectivement la concurrence peut être moins volumineuse, on va dire, qu'en France. La perf, elle est là, bien évidemment. Fred, toi, 2019, donc tu l'évoquais tout à l'heure, grâce avec l'aval de la Fédération française du sport automobile et du promoteur du championnat, tu pouvais donc, comme Sébastien ou Corentin, t'engager sur le championnat de France de la montagne. 2019, donc ça sera ta première saison. Parle-nous un petit peu de cette saison, comment elle s'est passée pour toi. Voilà. Donc, je termine la saison 2018 avec 14 courses, donc c'est énorme, hein. J'ai roulé beaucoup en 2018. En 2019, je fais 10 courses. Je ne sais plus combien en France, mais j'en fais 7, je crois. 2019, c'est une belle saison. Chaque week-end, moi, quand je pars en course en France, c'est les vacances, c'est l'amusement, hein. Donc, on part le mercredi. C'est chaque fois des épopées parce que chaque départ, c'est minimum 400-500 km. Hein. Quand on descend, le plus proche pour nous, c'est Turckheim et à Brèche. Autrement, quand tu viens à Bagnoles, ça fait un peu de route. Bagnoles, on a 1000, hein, nous. Hein. Eh oui. Saint-Jean, 100, donc Marchand, c'est 600. On est en Bretagne, on a fait la super campagne bretonne, c'est 750 km. Donc voilà, donc on a fait vraiment une très très belle saison. Les résultats, je suis content de ma façon de rouler.
je n'ai plus l'âge non plus pour être devant. Je n'ai pas la prétention de vouloir gagner. Je suis là pour ne pas être ridicule. Je me plais bien au volant de la voiture. Je prends plaisir à chaque course. L'avant, la pendant et l'après-course. Les 3 parties sont super importantes et on fait toujours tout à fond convenablement. Voilà, maintenant 2019, j'ai fait des erreurs. Ma foi, j'ai un peu cramé les ailes 1 ou 2 fois. À la sortie en marchant, j'ai une grosse erreur de jeunesse aussi où j'étais un peu trop optimiste. Là, elle a été cash, j'ai fait un peu de dégâts. Heureusement, oui, on s'en souvient. elle était spectaculaire. Il n'y a pas eu de gros choc, mais c'était spectaculaire et c'était que de la carrosserie. J'ai fait un avant et un arrière. Le restant de la saison a été super. À partir de la campagne bretonne, on a rejoint l'équipe de Mathieu Dufour et de Steve Gérard. On a appris à se connaître à partir de là. Et depuis lors, on a fait un peu tous les week-ends ensemble. Dès qu'on se retrouvait, on a fait avec eux. Voilà, moi, j'ai un super souvenir de toute cette saison. La seule course où je peux avoir un regret, c'est à Brèchevillers. Sébastien va m'emmerder avec ça. C'est que j'ai fait des essais sur la pluie. J'aime bien la pluie. Et j'ai fait le con. Ouais. Et comme on avait le cumul et qu'on a fait que 2 montées, on était cuits. Voilà. J'aurais pu assurer ce coup-là. Et c'était la manche où j'aurais pu gagner l'année dernière. Et puis, non. J'ai fait un tête à queue à la première épingle dans la première. Et puis, ça n'a jamais été bien après pour améliorer. Donc, le cumul a fait que c'était pas… ça, c'est le petit truc. Je savais qu'il allait le dire, alors je préfère… Bon, l'essentiel, encore une fois, étant de l'avoir fait. Et puis bon, tu auras l'occasion d'en gagner à Brèche. Il y aura des occasions. Corentin, du coup, suite, effectivement, on le disait à la sortie que tu as vécu à Saint-Ursanne et forcément à la casse de Lozella, on va te voir beaucoup moins souvent. Mais en 2019, donc, tu t'engages quand même sur la course de côte d'Eschdorf au Luxembourg avec la GeForce de Guy Demuth. Raconte-nous un petit peu ce projet un peu dingue là, parce que tu passes du coup sur une auto exceptionnelle, sur cette Formule 3000. Alors, raconte-nous comment ça se met en place ce projet, Corentin. En fait, c'est un peu, on va dire un peu comme le rallye. Comme j'avais pas un programme complet, je m'étais dit, ouais, je vais faire quand même 1 ou 2 courses, mais avec des chouettes autos et faire des choses un peu différentes. Donc, je me renseignais un peu pour une grosse auto à louer. Et Guy Demuth m'avait dit, oui, j'ai toujours la GeForce, puisque lui, il roulait avec sa nouvelle Norma. Et donc, je dis, nickel, on va aller essayer. Donc, je vais essayer sur le circuit à Chamblay. Et là, on se rend compte que ça ne va pas trop, quoi, hein. La voiture avait tout le temps on va dire des hauts-le-cœur, quoi, hein. Elle pétaradait un peu et au bout de 4 ou 5 tours, finalement, elle commence à prendre feu, quoi, hein. Donc j'ai pas pu vraiment l'essayer convenablement. Et il me dit qu'est-ce qu'on fait, tu roules ou pas la semaine d'après, parce que c'était assez proche de la course. Donc pour la course, j'ai dit oui, de toute façon, j'ai pas d'autre solution, je veux rouler. Et c'est toujours comme ça, quand on roule peu, même si c'est pas dans de bonnes conditions, on veut rouler, quoi, hein. Donc j'y étais. Et alors, il faut savoir qu'à Eschdorf, l'année passée, donc c'était une édition un peu particulière puisque le grand-duc au Luxembourg était décédé. Et donc, on avait pu seulement faire une manche d'essai le samedi soir aux alentours de 19-20 heures, quoi. Sous la neige, de mémoire. Sous la neige, ouais, c'est ça. Donc, en fait, moi, je suis descendu, je crois, vers 19 heures en pré-gris. Il y a eu la grêle, la neige, enfin, il y a eu tout. Et 2 heures après, j'étais toujours en pré-gris à 21 heures pour finalement arriver sur la ligne de départ et qu'on me dise c'est tout, on va te remorquer jusqu'en haut parce que c'est trop dangereux. Donc voilà, donc pas d'essai. Et alors le dimanche, je vais passer les détails, mais en fait il y avait quand même pas mal de choses. La voiture n'était pas prête quand je devais déjà être en pré-gris, la voiture était toujours dans le camion. Donc il y avait beaucoup de petites choses comme ça. C'était une location dans des mauvaises conditions. La voiture n'était pas du tout bien réglée. On avait un aileron de 2 mètres à l'avant et un aileron d'F3 à l'arrière. Donc c'était vraiment déséquilibré. Et même en faisant très attention, au bout de la ligne droite, je freine 200 mètres plus tôt que d'habitude. Mais même comme ça, l'arrière est décroché et c'était la sortie de route. Donc c'était vraiment une mauvaise expérience.
Bon, et malgré cette mauvaise expérience-là, qu'est-ce que tu as pensé de l'idée de rouler en F3000? C'est quelque chose qui pourrait se reproduire, peut-être dans d'autres conditions avec une autre auto, mais est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais reproduire à l'avenir? Je ne sais pas, parce que acheter une Formule 3000 maintenant, ça me fait un peu peur dans le sens où ça devient déjà des autos vieillissantes et qui ne sont plus autorisées partout, hein. On le voit d'ailleurs en France. Donc, donc en acheter une, non. Maintenant, pourquoi pas en louer une bonne un jour, ça me plairait, ouais. Parce que voilà, c'est des voitures qui ont du potentiel, on le sait. Donc voilà, et c'était un peu, encore une fois, c'était un peu frustrant de louer celle-là qui n'était pas bien réglée, quoi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, je sais pas si c'est comme chez vous, enfin comme chez nous en Belgique, mais c'est vrai que nous en France, on est assez, pour certains, nostalgiques de la F3000. Hein. Je sais pas si c'est le cas pour vous, mais en tout cas, non, Ouais, nous en France, on aime bien quand même la F3000. Hein. On aimait bien. Je dis pas que les E2SC c'est pas bien, mais on aimait bien quand même. On aimait bien. Ton programme du coup pour les années à venir, Corentin, c'était quoi? Tu avais quelque chose de défini en sport auto ou tu te laisses le temps, je dirais, de regarder les opportunités, de revenir pourquoi pas plus tard. Ouais, pour le moment, l'idée, c'est de revenir un peu plus tard, hein. Là, je vais commencer la construction de ma maison. Donc, c'est le projet actuel. Et une fois que ça se sera fait, le but sera de revenir avec une auto ouverte, ça c'est sûr. Et, et voilà, mais le plus vite possible, mais ça sera dans de bonnes conditions si je reviens. Bon, ben on a hâte de voir ça en tout cas et de voir quelle auto ouverte tu vas choisir. Sébastien, ton programme pour 2020-2021, du coup, c'était quoi et qu'est-ce que ça sera du coup pour les prochains mois? Normalement, pour 2020, je me suis beaucoup tâté. Le Freddy ici présent a réussi à me persuader de m'inscrire sur le Challenge Open en A3. Donc, j'avais sélectionné 6 courses à faire. Et voilà, donc le but c'était de partir là-dessus, plus quelques courses en Belgique ou à l'étranger. Et voilà, donc pour le moment, à cause de la situation actuelle, ça n'a pas pu se faire. Mais j'espère bien, notamment sur les courses qui restent en France, si elles ont lieu d'ici la fin de l'année, pouvoir aligner l'auto sur l'une ou l'autre. Et sinon, l'année prochaine, je pense confirmer ce programme-là, quoi. Je pense quand même me réinscrire sur le challenge, qui est quand même hyper intéressant. Niveau médiatisation, etc., il y a quand même, pour moi, il n'y a pas mieux en tout cas. Et puis voilà, donc je pense faire ça, plus quelques courses à l'étranger. Et pourquoi pas essayer de se requalifier pour une deuxième fois pour les Masters, s'il y a moyen. Donc voilà, on verra bien comment ça se passe d'ici là. Voilà. Bah écoute, bon programme en tout cas, et si tu veux venir en France, tu es le bienvenu, évidemment. Fred, ton programme du coup, c'était quoi? C'était de continuer un petit peu ce que tu avais fait, de changer de voiture peut-être? Non, tu avais prévu quoi? Non, je garde toujours la Tatus. Je garde la Tatus. Je voulais faire on était parti pour le Challenge Open, hein, donc on avait 7 manches pour avoir une réserve. Plus Saint-Urzan, l'incontournable. C'était le programme de cette année. Je ne sais même pas si je vais prendre ma licence. Je n'ai pas repassé la licence. Je n'ai pas l'examen médical. Je vais passer mes 3 semaines de vacances. On va voir un petit peu comment ça évolue. Peut-être la licence pour Turkheim si ça se fait. Si Turkheim se fait, j'irai. Sabran, ça fait quand même 1000 km au mois d'octobre. Ça fait tard, ça fait loin, ça fait un petit peu compliqué. On va voir un petit peu aussi comment ça va aller, quoi. Mais peut-être une ou 2 manches. La voiture est prête, hein, tout est prêt. Maintenant, on verra d'abord les vacances et puis autrement, 2021, je partirai de toute façon en CFM, en Open, c'est prévu, avec 6, 7, 8 manches. Voilà. Bon, eh ben écoute, à défaut de 2020 sur toutes les courses, on te verra au moins en 2021 et bien évidemment, on reste aux aguets puisque les informations sur la faisabilité, non-faisabilité des épreuves devraient arriver très prochainement. Donc, on en saura plus très rapidement. Je vous remercie les garçons d'avoir répondu à mes questions et d'avoir accepté de revenir sur votre carrière. Vous le savez, hein, dans Inside Climb, il y a un épisode, il y a une partie de l'émission à laquelle vous ne pouvez pas échapper, c'est le quiz. Et on arrive justement au quiz Sport Auto, course de côte. Un quiz que j'ai bien évidemment adapté à la Belgique, hein, vous vous en doutez. Donc quiz 100% sport auto et course de côte belge, bien évidemment. Les amis, on va commencer. Hein, tu disais, pardon Fred, je t'ai coupé, excuse-moi. C'est pas gagné. Sébastien Stark. De quoi?
Bibliothèque. Écoute, on va voir ça. On va voir lequel de vous trois s'en sort le mieux. Première question, donc. Je vais vous demander de me trouver le nom alors j'allais dire du champion de Belgique de la montagne, mais on ne dit pas comme ça chez vous, on dit du champion de Belgique de course de côte en 2004. Jean Schmitt. Ouais, exactement, Corentin. Bonne réponse. Ouais, Jean rapide Schmitt. comme moi. Ouais, ça s'est joué à pas grand-chose. Mais effectivement, c'est Jean Schmitt, champion de Belgique, donc en 2004. Et si je dis pas de bêtises, c'est le dernier champion avant que ça passe au format championnat et coupe. Hein, c'est ça, parce qu'il y a eu ça pendant une grosse dizaine d'années chez vous, les amis. Hein. Non, ça date seulement d'il y a 2 ans, la coupe. Hein. La fin de la coupe. Non, mais ça n'a pas été. Justement, ça ne s'est pas arrêté la coupe il y a 2 ans. Si. Maintenant, en fait, les étrangers peuvent être champions de Belgique aussi. Quoi. Voilà. C'est là où je voulais en venir. Tu m'as compris, Sébastien. Je ne sais pas si j'avais les bons Les termes. étrangers français peuvent être champions de Belgique. Exactement. Deuxième question, les amis, on va se tourner du côté du circuit. Il faut savoir qu'il y a un seul pilote belge qui a été champion en GP2. Est-ce que vous pouvez me donner son nom En GP2 En GP2, ouais, exactement. Stoffel Van Dorn. Exactement, Corentin. Stoffel Van Dorn. 2-0, hein, les gars. Ouais. Ça fait Ouais, 2 ça points va pas, pour, là, ça pour va pas. Corentin. Et les Il va gars, falloir se c'est gagné, ressaisir. Va falloir se ressaisir. Exactement, Stoffel Van Dorn, donc champion GP2, c'était en 2015, je crois. Je dis pas de bêtises, oui, c'est ça, hein, 2015, il me semble. On va vérifier quand même. Vous me corrigerez si je me trompe. Troisième question, on va partir du côté du rallye cette fois. Il y a un pilote belge, moi, en rallye, qui m'a marqué pendant mon enfance. Il s'agit de François Duval, qui était le coéquipier de Sébastien Loeb chez Citroën notamment. Et justement, je me souviens d'un épisode où François Duval sort de la piste, la voiture prend feu, l'Axara, et il se fait d'ailleurs limoger dans la foulée. Est-ce que vous êtes capable de me donner le nom et l'année de ce fameux rallye où l'Axara prend feu dans les bois? C'est pas Suède 2001 ou quelque chose comme ça? Non, c'est pas Suède 2001, c'est un petit peu plus vieux. Plus vieux? Ouais, c'est plus vieux que 2001, ouais. Fred, même si tu hochais la tête, t'avais l'air de dire que ça te parlait pas. C'est après 2001, quoi, c'est ça? Oui, c'est après 2001. C'est pas… Oui, c'est plus récent, pardon. C'est pas plus vieux, je te dis plus vieux, mais non, c'est pas de souci. plus récent, pardon. Ce serait pas le Rallye de Chypre 2005, quelque chose comme ça? C'est ça, exactement. Rallye de Chypre 2005. Effectivement, Rallye de Chypre 2005. Tu triches pas, hein, Sébastien? Non, promis, j'ai même… Je voyais Corentin qui te regardait du genre. Ouais, mais il n'a jamais confiance en ma mémoire. Alors… Ah ouais, c'est pour ça. Et moi, quand j'ai une question, je la pose à Sébastien. Voilà. Bon, en tout cas, c'était bien ça. Rallye de Chypre 2005. Rallye de Chypre 2005. Et effectivement, dans la foulée, François Duval qui se fait limoger par Citroën et remplacé par Carlos Sainz avant de revenir. C'était un peu tendu à l'époque entre François Duval et Citroën, me semble-t-il. Quatrième question, les amis, on va revenir à la course de côte. Mais par contre, on va parler d'un pilote français. Mais vous allez comprendre pourquoi je vous parle de lui, parce que ce garçon qu'on va essayer de trouver ensemble, donc c'est un pilote français, il va falloir deviner son nom. Et il est 4 fois vainqueur de la fameuse Coupe de Belgique, donc qui s'est déroulée jusqu'à 2017. Est-ce que ça vous parle si je vous parle de ce Français 4 fois vainqueur de la Coupe de Belgique? Sébastien? Je dirais Anthony Louilleux. Ouais, exactement, Sébastien, bonne réponse. Anthony Louilleux avec la Formula Master notamment. Vainqueur, je pense, entre 2013 et 2016 ou un truc comme ça, ou 2017, je crois. Hein, voilà, c'est ça, exactement, Anthony Louilleux, qu'on salue, qu'on a l'habitude de voir de temps à autre en France. Fred, va falloir se réveiller là, parce que tu m'en as pas mis une seule. C'est Corentin et Sébastien qui dominent de partout. Mais rien. Et dernière question, on va voir si ça se joue entre la famille Stark ou si Fred, tu as la bonne réponse. Quel est le nom du pilote? On parle de Formule 1. Quel est le nom du pilote qui a remplacé Romain Grosjean au Grand Prix d'Italie en 2012? En quelle année? En 2012. En 2012, ouais. Alors, pour rappel, je vous rappelle de l'histoire si ça ne vous parle pas. On est à Spa juste avant, en 2012. Il y a le carton au départ entre Grosjean, Hamilton, Alonso. Grosjean se fait exclure du Grand Prix d'après. Hein, et donc, il est remplacé pour ce fameux Grand Prix à Monza en 2012.
C'était dans quelle écurie encore? Alors, c'était chez Lotus, du coup. Ah, chez Lotus. Bah, Kovalainen? Non, c'est pas Kovalainen. Kovalainen, il a remplacé Raikkonen l'année d'après, mais pas le Grosjean. Je sais pas, D'Ambrosio, je sais pas. Exactement, Jérôme D'Ambrosio, c'est ça. Et oui, bah, c'était un quiz 100% Belgique, hein, les gars. Forcément, il y avait. Pardon, Fred, excuse-moi, je t'ai pas Il n'y entendu. pas 50 en plus. Eh oui. Non, mais c'était bien, effectivement, Jérôme D'Ambrosio donc, qui a remplacé Romain Grosjean pour ce Grand Prix, le pilote belge. Tu avais la bonne réponse, Sébastien, bah, tu as gagné. Voilà, c'est toi qui a gagné ce quiz. 3-2 et 0. Hein, Fred, tu nous en devras une pour la prochaine fois où on se verra. Hein, tu es obligé de nous en payer une à tous les trois. Tu paieras ta tournée. Pas de problème, c'est bon pour toi? Nickel. Allez, super, nickel. Bon, merci les gars d'avoir participé à ce quiz. On arrive justement sur la fin de cette émission. Je vais vous laisser la parole. Hein, c'est le mot de la fin. Si vous voulez remercier vos sponsors ou vos partenaires, qui vous voulez. Fred, je te laisse commencer. C'est à toi. Oh. Tu n'étais pas préparé. Hein. Non, pas du tout. Bah, vas-y, si tu veux, tu peux vendre une voiture, même si tu veux. Je veux dire, la saison, leur saison est longue et j'ai vraiment hâte de revoir un peu tous les copains. Ça, c'est bien. Sponsor, je m'auto-sponsorise, donc je n'ai pas vraiment de sponsor. Les gens qui me suivent, si, j'ai toute l'équipe là. Hein, j'ai toute l'équipe de braves qui sont toujours avec. Vous les voyez avec tous les week-ends. Je ne vais pas les nommer, ils sont trop nombreux et voilà. Donc, on a envie de revenir assez vite et on se reverra de toute façon, j'espère, au plus tard, au printemps. Hein. Voilà. Au plus tard, bah ouais, c'est ça, au plus tard. Et j'espère à Bagnoles. Hein, j'espère, voilà, ça serait quand même pas mal. Sébastien, je te laisse ton petit mot de la fin. Moi, j'aimerais bien juste remercier ma famille tout d'abord, puisque ce serait pas possible de rouler sans eux, que ce soit mes parents, même Corentin pour les conseils qu'il m'a prodigués sur des parcours où j'avais un peu plus de mal. Et voilà, sinon, pareil que Fred, comme on a un peu la même bande, on est tout le temps ensemble sur les courses, c'est toujours les mêmes qu'on remercie, je ne vais pas les citer non plus. J'aimerais bien juste aussi dire merci quand même à 2 personnes, à Valère et Gilbert, qui m'ont beaucoup aidé sur les courses, en plus de tous les autres. Et voilà, c'est tout. Bon, bah écoute, c'est déjà pas mal. Corentin, je te laisse le vrai mot de la fin, du coup, pour le coup. Ouais, déjà, merci à toi pour l'invitation, c'était bien sympa. Ouais, merci. Et alors, je voulais te dire, on aura peut-être l'occasion de se croiser parce que je suis amené pour le travail à aller de temps en temps à Mirval, près de Montpellier. Donc, je sais que Montpellier. Et voilà. Exactement. Écoute, t'hésites pas dès que tu es dans les parages, c'est avec grand plaisir. La porte est ouverte. C'est pas très loin, effectivement. Mirval, Montpellier, on est pas loin. Ouais. Et voilà, sinon, c'est tout. Et voilà, profitez bien pour les courses qui se dérouleront encore cette année. Et oui, j'en profite quand même pour les amis français et autres qui regardent. S'ils veulent, il y aura quand même quelques courses en Belgique aussi fin de saison. On a quand même des beaux tracés. Donc, s'il y en a qui cherchent où rouler absolument, les portes sont grandes ouvertes aussi ici. On sera content de les accueillir. Effectivement, ouais, pour ceux qui sont peut-être plutôt dans la partie nord de la France, ça peut être une solution pour rouler avec les manches de fin d'année en Belgique. Mais écoutez les gars, moi je vous remercie, c'était un véritable plaisir que de vous avoir. J'en profite pour remercier l'ami Marco des Mordus qui m'a permis également et qui m'a bien aidé pour réaliser cette émission. On le salue tous, je vois à l'écran, donc c'est super. L'émission, donc, elle est terminée les amis, je vous le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner donc sur les différents supports Inside Hill Climb, Facebook, Instagram, YouTube. Restez connectés car il va y avoir bien évidemment de toutes nouvelles émissions dans les jours à venir, des nouveaux formats de vidéos également comme je vous le disais la semaine dernière. Et puis tout simplement toute l'actu du championnat de France de la montagne, de la course de côte nationale et européenne est à retrouver sur nos différents supports. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, à mettre un petit j'aime, à vous abonner et à rester connectés. Merci à vous les gars, à très vite. Merci à toi Pierre. À bientôt. Merci. Salut.